Merci beaucoup. Je commencerai comme il se doit, comme le veut l'usage, par adresser mes remerciements au comité qui a donc retenu ma proposition. Et grâce à eux, j'ai peu participé à ce colloque qui est tout à fait passionnant, je dois le reconnaître. Donc ma communication va porter effectivement sur une disposition réglementaire qui est assez méconnue. En 1874, le directeur des Beaux-Arts, le comte Alfred-Émilien de Newkerque, a proposé au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts la création d'une récompense qui a été qualifiée par lui de prix du Salon. Ce nouveau prix officiel a laissé, on doit le reconnaître, assez peu de traces dans l'historiographie de l'art du XIXe siècle, des intérêts qui peut aussi bien être dû à la qualité finalement assez médiocre des récipiendaires qu'à la nature même de ce prix, nature que l'on pourrait qualifier d'ambiguë ou d'indécise, comme on va le voir. Malgré ce désintérêt, donc historiographique, l'histoire méconnue de cette récompense n'est pas dépourvue d'enseignements sur les évolutions de l'art, souvent qualifiées d'académiques ou d'officiels, à la fin du XIXe siècle. Chenevière avait donc justifié cette nouvelle création en avançant l'idée que la peinture d'histoire, le genre supérieur dans la hiérarchie normative de la théorie académique, que la peinture d'histoire subissait un délaissement chez les jeunes peintres qui se tournaient plus volontiers vers les petites productions, mieux à même de leur assurer la célébrité et le succès commercial, malgré les encouragements de l'État. Cette déploration était loin, en 1874, d'être d'une originalité remarquable. La décadence continue des traditions de l'école française était tout au contraire un lieu commun de la critique artistique et en trouver l'origine obligerait à remonter loin avant dans le siècle. Le prix du Salon devait, dans l'idée de Chenevière, inciter les artistes à élever leur ambition en leur offrant un séjour à Rome, au contact des antiques et de la grande peinture italienne de la Renaissance. Et Chenevière destinait ce prix aux peintres et aux peintres seuls, les sculpteurs étant, selon lui, par la nature même de leur art, préservés des compromissions mercantiles et des tentations mondaines qui assaillaient donc les peintres. Chenevière ne pouvait toutefois ignorer qu'il existait en France une institution qui avait en charge précisément la défense des traditions classiques, une institution qui se présentait régulièrement comme le gardien du temple, une institution qui avait mis en place depuis 2 siècles un prix qui visait précisément à soutenir le grand genre et qui offrait aux lauréats de ce prix un séjour dans le cadre enchanteur d'un palais romain dont nous avons pu jouir hier. Chenevière ne poursuivait pas en fait dans l'affaire le seul intérêt de la grande peinture, mais il continuait en fait de façon plus subreptice la petite guerre qu'il menait à l'Institut et à l'Académie des Beaux-Arts. Institut qu'il considérait comme une institution démocratique qui encourageait l'égalité et l'émulation. Il est peut-être curieux aujourd'hui de voir décerner à l'Académie ces 2 qualités, alors qu'elle a été attaquée pendant tout le XIXe siècle et au-delà, à cause de ces tendances que l'on qualifiait d'autoritaires et de ces principes que l'on considérait comme dogmatiques. Il faut donc que je cite ici Chenevière. « Les démocraties m'ont toujours fait horreur », a-t-il écrit dans ses souvenirs, et ça avait la qualité de la franchise, et je ne vois en elle que les principes dissolvants et destructifs de toute société, civile ou politique. Son projet était de rétablir en fait l'ancienne Académie royale de peinture et de sculpture sous la forme d'une Académie nationale des artistes français, c'est-à-dire, je le cite encore, une corporation aristocratique basée sur l'élite et le mérite reconnu, sur l'élection des meilleurs par les meilleurs. Le prix du Salon entrait donc dans cette stratégie. L'État devait, grâce à lui, sélectionner les artistes les plus prometteurs afin de les constituer en aristocratie professionnelle à laquelle il réserverait les charges et les commandes. Mais les modalités de sélection de ces meilleurs
puis les modes de perfectionnement qui devaient leur être réservés imitaient de très près les dispositions mises en œuvre dans le cadre du prix de Rome. La distinction académique, en effet, offrait aux lauréats un séjour de 4 ans dans ce qui était la nouvelle capitale de l'Italie, puis les astreignait à des travaux de différentes natures afin de juger de leur progrès. On a évoqué cette question hier. Le prix du Salon offrait, lui, un séjour de 3 ans seulement à Rome, mais il maintenait le système des envois selon une formule, là encore, qui était directement imitée du règlement académique. Le prix national était finalement, par bien des côtés, une simple réplique du prix académique. Il ne s'en distinguait que sur 2 points, dont l'importance n'est pas mince. Alors que le prix de Rome était délivré à l'issue d'un concours scolaire étroitement réglementé et anonyme, démocratique finalement, et sur une production dont le sujet, le format et le temps de réalisation étaient imposés par l'Académie, qui jugeait seule de la qualité des essais, le prix du Salon était, lui, attribué au vu d'une production libre, exposée au Salon et jugée par une commission nommée par l'État. Alors, deuxième différence, alors que le séjour à Rome était lui aussi réglementé par l'Académie de façon que l'on pourrait qualifier, sans forcer le trait, de tatillonne, le lauréat du prix du Salon bénéficiait, lui, d'une liberté plus grande, sans d'ailleurs, faut-il le préciser, que cette liberté était souhaitée à l'origine par Chenevière. Toutefois, le lauréat du prix de Rome, comme celui du prix du Salon, avait l'obligation de séjourner à Rome et ne pouvait s'en éloigner sans solliciter une autorisation officielle. Tout cela incite donc à croire que le prix du Salon poursuivait, sous une autre forme, les attaques que le Second Empire avait menées contre l'Académie des Beaux-Arts, notamment en 1863, et espérait affaiblir la position de l'Académie en créant une voie de promotion professionnelle qui viendrait concurrencer puis finalement se substituer aux anciennes marques de distinction académique. L'Académie des Beaux-Arts, évidemment, ne pouvait laisser passer l'attaque sans réagir. Elle a pris prétexte de la remise des récompenses à l'issue du Salon de 1874, un premier prix du Salon donc, pour manifester publiquement son mécontentement. L'affaire du prix du Salon avait été à l'évidence mal préparée par les bureaux ministériels. Son règlement, en effet, déléguait au jury du Salon annuel le soin de sélectionner et de récompenser un tableau parmi ceux des jeunes artistes qui avaient postulé pour obtenir le prix. Or, le jury du Salon étant composé dans sa majorité des membres de l'Académie des Beaux-Arts, des anciens prix de Rome ou d'anciens directeurs de la Villa Médicis, il était facile d'en prévoir la réaction. Les jurés qui n'avaient pas de lien direct avec le cénacle académique ne pouvaient qu'aspirer, à cause de la nature de leur talent, à y être admis un jour, et il eût été sans doute malvenu pour eux de soutenir une récompense qui lésait les intérêts de la compagnie. Le jury refusa donc de décerner le prix, et les gazettes allèrent même jusqu'à évoquer la démission possible de Boulanger, de Fromentin, de Bouguereau, de Meissonnier, les grands maîtres de l'Académie, donc, en guise de protestation. Cette fronde ne témoignait pas seulement de la susceptibilité peut-être un peu chatouilleuse des membres de l'Académie des Beaux-Arts et de leur conviction de représenter eux et eux seuls les intérêts supérieurs de la tradition et la gloire de l'école nationale. Elle plaçait surtout le ministère dans une position délicate en le contraignant à décerner directement la récompense et donc en accentuant la nature officielle du prix du Salon et finalement en ressuscitant des usages qui n'étaient plus supposés avoir cours dans un régime républicain. Le ministère, donc, ou Chenevière tout seul, on ne sait pas, choisit une solution de compromis en décidant d'attribuer le prix du Salon à un candidat qui ne pouvait heurter les convictions esthétiques de l'Académie. Le premier prix du Salon, le prix de 1874, alla à Pascal Lehoux, un élève de Cabanel, qui avait déjà concouru sans succès au prix de Rome, ce qui pouvait passer aux yeux des membres de l'Académie comme une qualité suffisante.
Le tableau grâce auquel il a été récompensé, Saint-Laurent martyr, ne dérogeait en rien aux traditions classiques et pouvait assez facilement rappeler un tableau d'Ingres dans une version peut-être un peu lourde. Il n'est que de mettre en regard le prix du Salon de 1814, que nous ne connaissons malheureusement que par cette médiocre photographie, le mettre en regard avec le prix de Rome de la même année, la mort de Timophane par Bénard, pour être convaincu que les nuances esthétiques qui distinguent les deux productions sont finalement assez minces. Tout juste pourrait-on relever le format supérieur de Lehou par rapport au Bénard, un aspect qui constituera d'ailleurs l'une des traces les plus sensibles de l'influence de la récompense officielle. En effet, l'inflation des formats dans la production de la peinture de salon à la fin du XIXe siècle procède en partie, mais en partie seulement, des conditions d'attribution du prix du salon, les candidats rivalisant dans la démesure pour obtenir l'attention de leurs censeurs. Par la suite, le prix du Salon allait récompenser des artistes qui ont laissé une trace légère dans l'histoire de leur art, à l'exception sans doute de Rochegrosse et peut-être de Cormon. Et des tableaux qui ont pour la plupart disparu, preuve peut-être de leur faiblesse esthétique ou au moins du peu de prix que l'on y a attaché. En 1876, le prix du Salon a récompensé Joseph Sylvestre, lui aussi d'ailleurs élève de Cabanel, pour un locuste essai en présence de Néron, le poison préparé pour Britannicus, un tableau qui a déçu les espoirs, les espoirs que certains critiques avaient placés assez naïvement sans doute dans le prix du Salon pour renouveler les traditions d'école. Castanari a pris prétexte de l'attribution du prix du Salon pour réclamer la suppression de ce prix en affirmant qu'il faisait doublon avec le prix de Rome. Je cite donc le critique réaliste. Le prix du Salon aurait dû être réservé pour l'art libre. Le donner à l'art académique, c'est faire double emploi avec le prix de l'école et dès lors il vaudrait mieux le supprimer. Il est vrai que l'année précédente, le jury avait récompensé un artiste qui semblait rompre avec les traditions classiques. Cormon avait traité un thème tout à fait singulier en allant chercher dans un poème sanskrit son sujet et en empruntant à Delacroix sa palette. Mais finalement, l'évolution des caractéristiques stylistiques, puis de la nature réglementaire du prix du Salon, ont été l'effet, plus que du choix de certains artistes, du renouvellement du personnel politique et du passage de la République des Ducs à une République enfin fermement établie et pleinement démocratique. En 1878, en effet, Chenevière a dû céder son poste à Eugène Guillaume. Le règlement du prix du Salon s'est aussitôt assoupli. Alors que Chenevière avait insisté pour que le prix ne soit attribué qu'aux peintres, il a été étendu aux sculpteurs puis aux architectes. Alors que Chenevière avait restreint le périmètre des déplacements des lauréats à la seule ville de Rome, afin de favoriser la contemplation immobile des chefs-d'œuvre canoniques, il leur a été accordé la liberté de voyager dans toute l'Italie, puis dans toute l'Europe, afin de renouveler les sources de leur inspiration. Alors que Chenevière avait voulu faire de cette récompense un soutien à la grande peinture, le jury a décidé de récompenser en 1883 l'Andromaque de Rochegrosse, qui ambitionnait de révolutionner les principes du grand genre, avant de couronner en 1886 le lendemain de paye de Victor Marek, qui devait nécessairement évoquer aux partisans des saines traditions les errements de l'école. Il y a sans doute un problème. Donc je vous laisse imaginer. C'est dommage parce que c'était un tableau magnifique. En fait, pour le décrire très rapidement, il s'agit... Mais il n'est pas là. Ah, tu veux que je monte sur la table pour le mimer? Non, je n'irai pas jusqu'à de telles extrémités. Mais merci de la proposition. Il s'agissait donc le lendemain de paye, comme le titre l'indique, il s'agissait donc d'un ouvrier qui venait de recevoir sa paye, qui était allé fêter ça manifestement au bistrot du coin et qui revenait un peu ivre et s'apprêtait, en brandissant un tabouret, malheureusement à se livrer des voies de fête sur sa famille.
familles qui étaient massées dans un coin. Et donc, on peut imaginer que tout cela aurait rappelé un peu trop fortement aux partisans donc, des saines traditions certaines anecdotes empruntées à un mauvais roman de Zola. Donc je poursuis, et malheureusement c'était ma dernière image, donc vous aurez un monochrome noir à la place. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a après? Après il n'y a plus rien, hein. Fin de la présentation. Donc voilà. Donc, je terminerai sans image, j'en suis désolé. Les gouvernements successifs de la Troisième République ont fait par la suite la preuve de leur neutralité esthétique ou de leur timidité, c'est selon, en récompensant équitablement les différents courants artistiques qui se disputaient les faveurs officielles, principalement le réalisme et le symbolisme, et les différents genres que ces courants illustraient, du paysage à la scène historique, du portrait à la scène quotidienne. Le prix du Salon a perdu encore de sa pertinence lorsqu'Antonin Proust, l'éphémère ministre de l'éphémère ministère des Arts dans le gouvernement de Gambetta, a décidé d'en étendre les bienfaits. Il a créé en effet des bourses de voyage qui ont été distribuées beaucoup plus largement que le prix du Salon. Chaque année, 3 peintres, 2 sculpteurs et 2 architectes, puis par la suite même les artistes décorateurs, ont pu prétendre aux encouragements de l'État et profiter des libéralités de la République pour entreprendre un périple à travers l'Europe ou en Afrique du Nord, périple qui n'était assorti d'aucune contrainte réglementaire. Les bourses de voyage, amplification démocratique du prix du Salon d'une certaine façon, témoignent de l'évolution assez considérable qu'avait subi en peu de temps l'idée même d'encouragement aux artistes. En effet, la récompense décrétée par Chenevière s'inscrivait, on l'aura compris, dans une tradition ancienne qui visait à former des artistes en leur donnant la possibilité d'étudier sur place les témoignages des 2 périodes majeures de l'histoire de l'art, qui visait également à créer chez eux un esprit de corps en les obligeant à partager le même lieu sous le regard de leurs devanciers, à créer donc un sentiment d'appartenance à une communauté soudée autour d'idéaux et de pratiques, à les contraindre à envisager l'art comme un devoir social qui répond à des prescriptions et qui peut être jugé selon des principes établis. Les bourses de voyage, elles, qui ont pesé sur l'évolution du prix du Salon, ont favorisé tout au contraire l'errance libre et solitaire, et donc encouragé l'idée qu'un artiste ne doit répondre que de sa fantaisie et qui ne doit envisager l'art que sous l'angle de la libre expression de ses sentiments, fécondés par la découverte de lieux exotiques et de traditions étrangères. Que peut-on conclure de cette histoire sans image? Que peut-on conclure, puisqu'il faut bien conclure? L'histoire du prix du Salon et de son prolongement dans les bourses de voyage est le symbole, je crois, des transformations qui ont affecté la position sociale des artistes et la fonction des œuvres d'art dans le dernier tiers du XIXe siècle, transformations qui trouvent leur source dans les bouleversements politiques et sociaux de la Révolution française. Le projet originel de Chenevière ne procédait en réalité que d'une lutte intestine, je l'ai indiqué, entre 2 conceptions profondément traditionnelles de l'art et de sa pratique. L'idée, donc, encore une fois, que l'artiste doit être formé selon des principes établis dans la tradition et selon des modèles fournis par elle, parce que les objets qu'il produit, les œuvres d'art, ici les tableaux, ont une utilité idéologique qu'ils donnent forme aux aspirations et aux croyances de la communauté sociale. La transformation de cette conception dans les bourses de voyage et dans le prix du Salon, qui s'est donc aligné sur elle, impose une nouvelle image de l'artiste, celle d'un vagabond qui ne peut être contrôlé par l'État ou par une institution, dont la caractéristique principale est la liberté souveraine et qui produit des objets qui sont le reflet d'un tempérament singulier qui ne trouve d'autres débouchés que sur le marché libre des œuvres d'art, soumis donc à la loi économique de la concurrence qui impose à l'État comme seule obligation la protection de la liberté et de la circulation.
Nous retrouverons là, d'ailleurs, l'opposition de l'osium et du négoce qui a été évoquée hier, mais dans un sens tout à fait particulier. La liberté de l'artiste, célébrée souvent avec des accents héroïques comme une victoire contre les rigidités institutionnelles, est ici en fait équivalente à celle du négociant qui réclame la liberté de pouvoir diffuser sur un marché libre les produits qu'il met à la vente. L'Académie des Beaux-Arts a tenté, bien évidemment, autant qu'elle l'a pu, de maintenir la conception traditionnelle en s'opposant aux évolutions réglementaires que voulaient lui imposer les gouvernements successifs, touchant à la gestion de la Villa Médicis, à la liberté des pensionnaires de voyager à leur guise afin de renouveler les formes et les thèmes de leur création, de produire librement sans devoir être placé constamment sous la férule vigilante d'une institution autoritaire. Mais elle a dû, bien sûr, céder peu à peu sur les points principaux de sa doctrine. Elle a donc dû autoriser, ce qui a été douloureux pour elle, autoriser les pensionnaires à se marier, à séjourner en dehors de la villa, à cesser de prendre leur repas à la table commune, à envoyer à Paris des essais libres qui n'entraient plus dans le cadre défini des envois réglementaires, à ne plus piocher incessamment dans les sujets empruntés à la mythologie et à l'histoire ancienne, à ne plus respecter les formes et les formats canoniques, etc., etc. Le prix du salon a influencé le prix de Rome de la même façon qu'il avait été influencé lui-même par les bourses de voyage, parce que ces dernières correspondaient finalement à la fois aux aspirations des artistes pour tout ce qui touche à la liberté d'expression et à la liberté de déplacement, mais aussi, il faut le dire, aux aspirations des clients qui n'entendaient plus à la fin du XIXe siècle orner leur intérieur des sempiternelles scènes où des vierges chrétiennes se font déchiqueter par des lions féroces, où des soldats romains préfèrent mourir dans d'affreuses souffrances plutôt que de trahir leur patrie, où des philosophes grecs s'ouvrent 2 fois le ventre plutôt que d'être traînés en esclavage. La réforme, et c'est là ma conclusion définitive, la réforme de l'Académie de France à Rome par Malraux et la célébration de ce temps de latence et de recherche en dehors de toute contrainte réglementaire ou économique, qui a été, je crois, présentée en introduction hier comme une des fiertés de la Villa Médicis, tous ces idéaux généreux sans doute trouvent finalement leur source dans la réorganisation des conditions du métier voulues par la Troisième République. Les raisons pour lesquelles la République a renoncé à exercer une tutelle sur la production artistique sont nombreuses et complexes, et je ne me risquerai pas à entrer dans cette question. Je voudrais tout de même insister sur l'idée, une idée donc ce n'est pas un fait, mais insister sur l'idée que ces raisons ne procèdent pas toutes d'une générosité politique soucieuse de la formation des esprits et de la protection de la liberté des créateurs. Les artistes ont peut-être gagné dans cette affaire leur indépendance vis-à-vis de l'État, mais indépendance ne veut pas dire liberté, dans la mesure où ils se trouvent aujourd'hui soumis aux exigences, à bien des égards beaucoup plus floues, pour ne pas dire mystérieuses, du marché international de l'art. Quant à savoir si les artistes favorisés aujourd'hui par ce marché constituent la nouvelle déclinaison de l'académisme, je préfère m'arrêter ici sans conclure. Je vous remercie. Gracias.